Bonjour à toutes et Bonjour. bonjour à tous. Alors, je suis Caroline Elbaz, la directrice des ressources humaines d'Oracle France, et je suis avec Gilles Babinet, le vice-président du Conseil national du numérique. Bonjour Gilles. Bonjour, bonjour, toutes et à tous. Alors, nous sommes là tous les deux aujourd'hui parce que nous croyons, en tout cas c'est une conviction qu'on a pu échanger, on a partagé, on la ressent, qu'elle donne du sens avec la data. Alors pourquoi ? J'ai envie de vous partager mon histoire. Alors, ça fait maintenant une vingtaine d'années, j'ai mes cheveux blancs, vous l'avez remarqué, une vingtaine d'années que je travaille dans la transformation. Et d'ailleurs, c'était une passion, parce que j'ai fait ma thèse de MBA sur ce sujet-là au Canada. Ils étaient un peu avant-gardistes. Mais je travaillais dans un environnement, alors il y en a certains qui appellent ça l'ancien monde, hein, dans un environnement qui était plutôt sécurisant. Ce monde était drivé par les marchés financiers, la politique, les médias. Je ne sais pas si ça vous parle, ce monde un peu sécurisant. Alors certes, on vivait des transformations, on vivait des changements, on a eu le temps de travail, d'organisation, on a eu des changements d'outils, mais finalement, on savait à peu près où on allait, on avait des délais, un contexte maîtrisé. Et puis, je suis rentrée pour accompagner la transformation d'Oracle il y a maintenant 6 ans. Et à cette transformation, s'est rajouté un petit mot. Alors sur le moment, j'ai pris ce petit mot comme étant une transformation comme une autre. Ce petit mot qui a l'air de rien, c'est digital. Vous voyez ce que je veux dire? Digital. Ça change tout. En fait, ça change tout. Notre façon de penser, notre façon de consommer, notre façon de travailler. Alors, Internet, Facebook, qui va même jusqu'à, alors, soi-disant, nous influencer dans nos modes de vote. Nos enfants, vous avez des enfants, vous avez vu, nous, on a aussi des apprentis, ils ont une façon de penser, une façon de consommer, de parler, on ne comprend pas forcément ce qu'ils disent. Mais finalement, le constat que je fais après toutes ces années, c'est que ce n'est pas un changement de compétence, la transformation digitale, c'est un changement d'ADN. Un changement profond. Et dans les entreprises, parce que finalement je suis DRH et je travaille avec mes collaborateurs, vous l'avez vécu, j'imagine, quand on vous dit il faut être disruptif. Hein, ça vous dit il faut travailler en mode agile. Et puis finalement, il faut sortir du cadre. Hein, on l'entend. Sans cesse. Ouais. Alors finalement, le constat que je fais, c'est que le monde aujourd'hui, avec la data, il drive. C'est chaque innovation qui drive et qui donne du sens au nouveau monde qu'on est en train de créer. Et Gilles et moi, on partage ça, c'est que du coup, on était dans un monde d'hommes, avec des règles d'hommes, patriarcales. Et bien là, il y a une nouvelle page qui se crée. Et cette nouvelle page qui se crée, la femme doit impérativement prendre sa place. Alors, on va en discuter avec Gilles. Gilles, toi, tu as une vision très précise, parce que tu as beaucoup voyagé, sur un peu les métiers de la data et comment les femmes doivent s'approprier finalement ces compétences, ces nouvelles compétences associées. Oui, alors, effectivement, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, mais je vais vous faire une confession. Je pense que j'ai été longtemps un machiste passif repentant. C'est-à-dire que... voilà, donc... Je sens que ça passionne les gens. Il a changé, J'ai monté un certain nombre d'entreprises et un jour, dans l'une d'entre elles qui traitait de la data, on a pris une data scientist qui était la meilleure de toute l'équipe et qui était d'ailleurs issue de l'école des mines et qui a commencé à me dire, mais est-ce que tu vois les biais immenses qui existent du fait de l'absence de femmes dans ce domaine? Et je dois dire que c'était une forme de eye-opener, comme on dit en anglais, et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais mince, j'avais jamais vu ça. Je l'avais vu en termes ethniques, des biais importants que j'ai d'ailleurs essayé de corriger. Je l'avais moins vu sur les métiers scientifiques. Et donc c'est quelque chose qui s'est mis à m'intéresser, et je me suis effectivement rendu compte que ce biais était mondial, particulièrement prononcé dans la Silicon Valley, et que le problème, je crois, c'est qu'au moment où on parle du potentiel de la révolution digitale et du fait que ça peut être une refondation dans bien des domaines, eh bien, on reproduit ces biais avec une force accrue.
je crois que la Silicon Valley aujourd'hui ressemble plus à ce qu'était l'univers de la finance, de Wall Street. C'est un monde très machiste et on ne fait pas vraiment ce qu'il faut pour dire on rentre dans une nouvelle ère où effectivement on pourrait se servir d'avoir un monde qui soit, je dirais, plus complexe, plus mixte, pour poser un nouveau regard sur l'environnement dans lequel on se trouve. Donc je me suis impliqué dans différents écosystèmes. Encore il y a quelques jours, on a signé une tribune pour appeler le monde du venture à arrêter ces biais absolument incroyables. Je vais vous donner quelques chiffres. 2% des financements vont aux femmes. 8% des équipes de venture sont des femmes. Si vous voulez réussir à polariser complètement une société, la rendre largement inéquitable, vous continuez comme ça, et c'est ce qu'on est parti pour faire. Et donc, je crois que finalement, le sujet, c'est de se dire comment est-ce que, vraiment avec une pression politique, on réagit fortement là-dessus, parce que la vie, c'est trop court pour laisser les choses s'induire comme elles le font aujourd'hui. Et un sujet qui est vraiment particulier, qui est le thème de notre intervention, c'est le sujet de la data. La data, on le dit souvent, c'est le pétrole du 21e siècle. Je ne sais pas si le terme est propre ou pas, mais en tout cas, la data et les algorithmes, c'est ça qui va conformer le monde dans lequel on est. Et donc, si tout de suite, maintenant, on ne fait pas en sorte que les femmes s'en emparent, comme le pouvoir, parce que c'est le pouvoir, eh bien, on va rater cette opportunité. Et je crois profondément qu'il y a des instants de changement du monde, des instants hegeliens où finalement le monde change de conformation, et c'est ça qu'il faut saisir. Et ce moment-là, maintenant, c'est l'un de ces instants. Et donc, Caroline, la question que je voudrais te poser, c'est comment tu fais chez Oracle pour justement, avec la data, te saisir de cet instant? En fait, il y a deux façons de voir. La première, c'est la data en tant que telle. La data, qu'elle soit structurée ou non structurée, finalement, elle est présente dans toute l'organisation. Alors, si on regarde un peu sur la fonction RH, on l'utilise pour le recrutement, la gestion des compétences, la gestion de la performance, l'égalité salariale et aussi même le well-being. Alors, ça paraît peut-être étonnant, mais il y a 4 ans, j'ai embauché, moi aussi, c'était un peu comme toi, une data analyst, une femme. Et parce qu'en fait, la manière dont on traite la data, la manière dont on sélectionne l'information, la manière dont on l'utilise ou on analyse, dépend vraiment si on est un homme ou une femme, et même inconsciemment, il y a des biais. Donc c'est important pour moi de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse me donner des données, les traiter, et qui puisse m'aider à piloter ma politique stratégique. Donc grâce à ces données, on a réussi à avoir un pilotage de l'organisation beaucoup plus fin, mais aussi on donne ça aux managers qui peuvent gérer leur équipe finalement de manière beaucoup plus fine. Alors, pour vous donner un exemple, on a signé un accord avec les syndicats sur l'égalité homme-femme, plus de 2 millions d'euros qui a été dépensés juste pour compenser l'écart salarial. Et aujourd'hui, on a une enveloppe chaque année qui est suivie par la commission et par les syndicats. Les syndicats s'appuient avec moi sur des indicateurs et des données issus de nos bases qui nous permettent d'être très précis et de suivre avec exactitude et de favoriser les promotions des femmes. Ça, je dirais que c'est la partie donnée. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, j'insiste sur le fait que le métier de la data, c'est pas que les développeurs, c'est pas que les gens qui travaillent dans la data. Le métier de la data, il touche tout le monde. Et vous voyez, on voit qu'il y a de plus en plus de données, il y a de plus en plus de digital, ça veut dire qu'il faut renforcer les connexions et la collaboration. C'est très important, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et le MIT a fait même une étude qui montre que les femmes ressentent à 80% exact ce que pense une personne contre 50% des hommes. Et on sait très bien que l'empathie pour faire du relationnel est fondamentale pour créer de l'intelligence collective. C'est donc pour ça que, par exemple, les comités d'entreprise du CAC 40 qui fonctionnent avec des hommes et des femmes mixtes ont 14% d'efficacité en plus. Donc, ma conviction, et je suis sûre que tu la partages, j'en ai sur la transformation, il faut impérativement développer le travail ensemble. L'outil nous aide, mais si on ne travaille pas ensemble, il ne fonctionnera pas. Il faut retrouver la confiance partagée et les connexions et introduire impérativement le leadership au féminin et la mixité. Parce que je pense, mesdames, et je m'adresse à vous, on a tous et toutes un rôle
à jouer. On n'a pas à attendre que les DRH ou que les politiques. Il faut que vous vous saisissiez de ces sujets. Parce que oui, il y a une nouvelle page. Si on ne la prend pas, on restera dans les mêmes schémas. Il faut saisir ces opportunités. Le data nous permet de le faire, nous permet d'ouvrir des tas de choses, que ce soit dans l'écologie, dans le médical, dans le sociétal. Emparez-vous, parce qu'on peut changer le monde et enfin, je vous dis, reprendre notre pouvoir, parce qu'on a beaucoup de choses à apporter. Alors même si je pense que les femmes peuvent apporter, je te dirais, puisque tu es un peu macho sur les bords, ils donnent, avec la data, là, qu'est-ce qu'ils nous disent, ils donnent du sens de quoi? Non, je pense que, voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu moins il avec un il majuscule et il faut rééquilibrer ça. Et je crois que tu l'as très bien dit, la première des choses, je pense, c'est de faire apparaître ce qui se passe. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai utilisé cette expression machiste, passif, repentant, mais je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire parce que si on ne l'admet pas, on ne le voit pas et on continue comme avant. Et c'est avant tout, je pense, une responsabilité des hommes de comprendre ça. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, Merci. Merci bien. Je dois dire que j'ai été frappé quand je m'en suis rendu compte. Et donc, voilà, on a des biais. On a tous des biais, plus ou moins prononcés. Finalement, c'est en soi un problème. Mais le plus gros problème, c'est de ne pas les voir. Et je peux vous dire que récemment encore, j'ai eu un échange au sein d'une administration sur ce sujet. Je ne la nommerai pas. J'étais face à une femme et qui refusait de voir apparaître ce biais parce qu'elle fait partie d'un système finalement qui défend la continuation. Et je crois que voilà. Donc la chose qui me semble importante, c'est faisons sortir avec la data ces biais. On sait par exemple que les jeunes filles sont meilleures en mathématiques à la fin du collège et au baccalauréat que les garçons. Vous passez juste de l'autre côté de la barrière, dans l'enseignement supérieur, et ça s'effondre dans les filières scientifiques. Parce qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Sophie Figé de 42, l'imaginaire qu'on a créé autour de ça est un imaginaire qui est un imaginaire machiste, pas extrêmement genré. On offre les computers aux petits garçons. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une responsabilité collective des parents d'agir là-dessus. Mais l'autre responsabilité que nous pouvons avoir, c'est de faire sortir la data absolument partout et de montrer ces biais, de les mettre en évidence. Et je crois qu'il faudra profiter de ce momentum, parce que les périodes de révolution, elles sont courtes et ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, il va falloir profiter de ce momentum pour exiger des changements. Je pense qu'on peut très bien faire un certain nombre d'éléments, faire apparaître un certain nombre de facteurs, un Copé-Zimmermann, par exemple, dans le domaine du venture. C'est débile, je ne peux pas le dire autrement, de ne pas financer les femmes, parce que c'est rationnellement efficace. On a démontré, c'est la tribune qu'on a signée dans Les Échos il y a 24 heures, on a démontré que, finalement, le ROI, je ne peux pas être plus prosaïque que ça, des équipes de femmes était meilleur que celui des garçons. Donc, dans quel monde est-ce qu'on est? Pourquoi est-ce qu'on continue comme ça? On continue comme ça parce qu'on a un biais de compréhension, un biais de machisme passif, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que ce biais n'a aucune raison de se maintenir. Voilà. Et donc, je crois, vous savez, moi je suis un adepte de la pensée de Pancho Villas, un révolutionnaire sud-américain d'Amérique centrale, qui dit « avec 100 personnes décidées », en réalité, il dit « avec 100 hommes décidés ». Mais voilà, je pense qu'on a un biais dans la phrase. Eh bien, on fait une révolution. Voilà. Ici, vous êtes largement plus de 100, vous pouvez faire une révolution. Si vous exigez, si vous demandez aux personnalités politiques que vous connaissez, aux décideurs que vous connaissez, et si vous le faites avec consistance, je peux vous dire que moi, c'est mon rôle, c'est ce que je fais, vous allez voir que vous allez changer le monde, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup.